Alors réussir sa vie, c'est s'accomplir personnellement. Réussir dans la vie, c'est atteindre ce fameux statut social inculqué par les valeurs de notre société, les valeurs de nos parents, les valeurs de nos enseignants, les valeurs pédagogiques du système. Se construire soi-même ou apprendre à se connaître, c'est un voyage. En anglais, ils ont un très bon terme, c'est the journey. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, c'est pas un objectif final, ah c'est bon, je me connais. C'est un processus qui est constamment en évolution. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à se connaître à 100%. On apprend toujours de nous-mêmes et toujours des autres, et c'est une évolution. Et moi, le message que je veux faire passer, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, qu'on ait 15 ans, 20 ans, 40 ans, il faut absolument aussi concentrer son temps à ses passions. Certains, ça peut être l'équitation, ça peut être les arts martiaux, ça peut être le sport, ça peut être la musique, ça peut être le développement personnel, ça peut être juste parfois des randonnées ou un contact avec la nature. Il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres humains, oui, mais on est façonné de façon à ce qu'on est des êtres sociables et qu'on doit quand même mêler justement ce côté créatif et rationnel. Si on ne guérit pas de ce genre de choses, si on ne laisse pas aller les choses, on ne peut pas reconstruire quelque chose avec la nouvelle personne qu'on aime. Si on ne s'aime pas soi-même, comment on peut aimer quelqu'un d'autre? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ce sont des phrases qui peuvent paraître un peu bateau ou légères à dire, mais pour moi, c'est le plus important. Et c'est ça, être authentique. C'est-à-dire que savoir que oui, on a souffert, que oui, on va probablement souffrir. Oui. Mais le jeu en vaut la chandelle, parce que à côté, l'amour nous apporte tellement de choses qu'au final, on se dit, on ne peut pas vivre sans amour. L'amour, c'est l'essence même de la vie, c'est l'essence même de l'art. D'ailleurs, on en parlait pour faire vraiment le lien. L'amour, c'est ce qui nous permet tous les jours d'aller au-dessus, d'exploiter des nouvelles sensations, émotions qu'on ne connaît pas. Et l'amour est complètement différent. Ça peut être l'amour qu'on a pour nos parents, pour nos amis, pour la vie, pour tout. Christian Dior a créé sa première robe à l'âge de 41 ans. Il y a beaucoup de personnalités, alors que ce soit Steve Jobs, Bill Gates ou autres, ont commencé très très tard. Donc je veux dire, aujourd'hui, et déjà l'espérance de vie aujourd'hui est quand même beaucoup plus longue. 40 ans, c'est quoi? C'est les nouveaux 30 ans. Je ne vais pas dire c'est les nouveaux 20 ans, parce qu'à 20 ans, on ne se connaît pas. L'avantage de 40 ans, ou l'avantage, ou même pour les années plus tard, c'est qu'on a l'expérience et on a encore cette fougue de jeunesse. Mais on a la fougue de jeunesse avec les connaissances. La maturité. La maturité, exactement. C'est difficile d'être tout le temps honnête, tout le temps authentique. Pourquoi? Parce qu'après, on a peur de souffrir, on a envie de se protéger. Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode Blamasque. Tout d'abord, nous remercions notre sponsor, l'application Qais Leila, qui, sans elle, ce podcast n'existerait jamais. Aujourd'hui, nous avons un nouvel invité avec un nouveau sujet. Aujourd'hui, le sujet est percutant, particulier, comme toujours. Alors, le titre, c'est « Ce n'est pas une crise d'identité, c'est une renaissance ». Je suis certaine que ça parle à beaucoup d'entre vous. Alors, je suis tout d'abord toujours étonnée du chiffre et du nombre de vues du podcast, mais pas des abonnés. Abonnez-vous, ça va vraiment permettre au podcast Blamasque de continuer. Aujourd'hui, nous accueillons Asmane Zemmama. Asmane, bienvenue à toi. Bonjour, merci beaucoup Leïla pour ton invitation. Ça m'a fait vraiment plaisir, surtout que tu as un parcours atypique et ça serait vraiment intéressant de partager avec nous, surtout que dans mon métier, j'ai remarqué que suite au Covid, beaucoup de parcours sont devenus atypiques et il y a beaucoup de renaissance, beaucoup de nouveautés dans le changement chez plusieurs personnes. Exactement. Alors, c'est vrai que tu disais ce n'est pas une crise d'identité, c'est une renaissance. C'est exactement ça. Alors, moi, je fais partie de la génération qu'on appelle les millennials, nés donc moi en 85, donc on fête tous 40 ans cette année. Et c'est vrai qu'autour de nous, beaucoup de personnes changent de carrière. Donc nous, là, bon, moi j'ai fait une prépa HEC, j'ai fait une grande école. Et aujourd'hui, je suis un petit peu dans le milieu artistique, comme on va en parler un peu plus tard. Et cette renaissance vient effectivement beaucoup après le Covid. Pourquoi? Parce que pendant le Covid, il y a eu une crise d'identité mondiale. Le monde a changé, l'information a changé, les rapports entre les gens ont changé. Mais du coup, cette période nous a permis à nous de nous recentrer sur nous-mêmes, de penser à nous-mêmes et de voir que l'avenir finalement peut être un peu incertain, dans le sens où
ce qu'on avait prévu il y a 10 ans, 15 ans, sur un avenir un peu linéaire, finalement, a été complètement bousculé. Pour tout le monde? Tu penses que c'est pour tout le monde? Ça touche tout le monde? Alors, je pense que pour beaucoup de personnes, cette période de Covid, d'isolement, de confinement, on n'avait plus de lignes aériennes, de lignes maritimes, on n'avait plus de contact social avec les gens finalement. Donc moi, je me rappelle, j'étais à Paris, on était isolés, on était seuls. Et justement, cette solitude a permis du coup à notre esprit, à notre âme, de réfléchir et de se reposer des questions essentielles qu'on n'a pas pu peut-être se poser quand on avait 17 ans, 18 ans, quand on a été éduqué par nos parents, quand on a voulu faire nos études, quand on a voulu tracer ou créer notre propre avenir. D'accord. Est-ce que, bon, toi tu as fait un parcours honorable, c'est magnifique. Tu as fait une prépa avant? J'ai fait une prépa HEC, j'ai fait prépa HEC à Paris et j'ai intégré l'EDEC, qui est une excellente école de commerce. Oui. Et ensuite, j'ai intégré une très grande entreprise, dont je ne citerai pas le nom, une très grande entreprise où je suis resté presque une dizaine d'années chez eux. D'accord. Et finalement, j'ai tout quitté. quitté. Une belle stabilité, 10 ans. 10 ans, juste après ton diplôme, tu restais 10 ans. Oui. J'ai commencé un parcours très classique, c'est-à-dire stagiaire, chef de projet, chef de groupe, directeur marketing, etc., qui pour moi représentait la réussite dans la vie. Ou, c'est ce qu'on dit, réussir sa vie ou réussir dans la vie, la fameuse différence. D'accord, alors c'est quoi réussir sa vie et réussir dans la vie? Ah ben c'est ça, alors réussir sa vie, c'est s'accomplir personnellement. Réussir dans la vie, c'est atteindre ce fameux statut social inculqué par les valeurs de notre société, les valeurs de nos parents, les valeurs de nos enseignants, les valeurs pédagogiques du système Oui, mais d'éducation. qu'est-ce qui s'est passé chez nos parents? Pourquoi nos parents, pour eux, la réussite, la deuxième réussite dont tu parles, Oui. toi tu as dit c'est se réaliser, et bien pour eux, se réaliser c'était ça. Et pour nous, ça a changé. Pour nous, ça a changé. C'est une excellente question, Leïla. Alors, je pense, c'est personnel, beaucoup de personnes disent souvent, oui, c'est la faute de mes parents, c'est à cause de mon père, c'est à cause de ma mère, etc. Il ne faut pas oublier que les parents nous ont inculqué des valeurs, donc il y a quelques temps, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, et qu'ils ont fait le meilleur à ce moment-là. Bien sûr. Il ne faut pas oublier que l'information qu'on avait avant n'est plus la même aujourd'hui. Pas la même accessibilité, pas le même contenu, pas la même manière pédagogique de transmettre les valeurs. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, moi, mes parents, je prends mon exemple, mes parents ont voulu que je fasse la meilleure prépa, la meilleure école. Et merci, et je remercie mes parents si vous me regardez d'ailleurs, je les remercie parce que grâce à eux, j'ai pu assurer un avenir très stable. Et c'est aussi un conseil que je donne aussi à nos auditeurs, surtout les plus jeunes, il faut toujours quand même s'assurer d'un bon diplôme, parce que c'est notre système qui fait qu'un bon diplôme nous assure un bel avenir. Oui, mais aussi un bon diplôme peut te permettre de te construire mentalement. Bien, exactement. C'est pas simplement pour intégrer une super boîte ou avoir un super job. Ça te construit, ça te permet de mûrir. Et tout à fait, ça permet de nous construire, ça nous permet de construire mentalement, en termes de valeurs et aussi matériellement. Parce qu'on vit quand même dans un monde matériel et c'est vrai qu'un bon job permet ensuite une stabilité, qui permet ensuite une relation durable parce qu'on est quand même dans un podcast qui parle aussi de relations. Et c'est vrai que asseoir une certaine matérialité est quand même important aujourd'hui, il ne faut pas le négliger. Moi, ce que je voulais dire, c'était que la première des choses, c'est bien sûr assurer un bon diplôme. Mais ensuite, assurer une authenticité ou un recentrage personnel, c'est très important aujourd'hui. Alors, à quel moment on peut intégrer ce recentrage personnel? À quel moment? Parce que tu as 17 ans, 18 ans, on te dit que HEC, c'est le rêve, et c'était vrai. C'était la porte ouverte au monde du travail et rapidement. Et puis, à un moment, tu vas accéder à l'autre. C'est ça. Alors, c'est une question qui n'est pas évidente parce que se construire soi-même ou apprendre à se connaître, c'est un voyage. En anglais, ils ont un très bon terme, c'est the journey. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, c'est pas un objectif final, ah, c'est bon, je me connais. C'est un processus qui est constamment en évolution. C'est-à-dire qu'on n'arrive jamais à se connaître à 100%. On apprend toujours de nous-mêmes et toujours des autres, et c'est une évolution. Et je pense que le début de cette évolution de se connaître soi-même commence évidemment quand on veut faire médecin, quand on veut faire avocat, architecte, quand on veut faire des métiers plutôt classiques.
mais on ne pense pas souvent au métier artistique aussi. Et du coup, chaque année qui passe, on constate un manque ou on constate qu'on n'est pas aligné. Et pour répondre à ta question, comment j'ai su qu'il y avait quelque chose où je n'ai pas centré, c'est quand j'ai vu que le chemin de mes valeurs intellectuelles ne correspondait plus et c'était trop éloigné de ma propre personnalité et de mes envies. Alors, qu'est-ce qui t'a fait dire « Ah, c'est éloigné de mes envies, de qui je suis, de ma personnalité ». Quel a été l'élément ou l'anecdote Alors, c'est des anecdotes très simples. C'est quand j'étais jeune, bon, on est à l'école, on travaille avec ses livres, etc. Parce qu'à l'époque, moi, j'avais même pas Internet quand j'étais jeune. Et souvent, je regardais la télévision, je regardais les émissions, soit via le satellite avec TF1, soit sur 2M, etc. Et je regardais les émissions et je me disais, waouh, ça doit être sympa de travailler à la télévision, ça doit être sympa de travailler à la radio, ça doit être sympa d'être acteur, de jouer des rôles que nous ne sommes pas dans la réalité. Et petit à petit, c'est une graine qui a commencé à se développer. Et c'est là que j'ai senti que j'avais une sensibilité, mais plus qu'une sensibilité, j'avais vraiment profondément un aspect artistique que je voulais développer. Et donc j'ai commencé, comme tout le monde, par des activités artistiques d'enfance. Et c'est pour ça que je conseille vraiment à tous les parents ou les jeunes parents d'inscrire leurs enfants à la danse, au piano, même à la flûte qu'on faisait à l'école. Parce que du coup, ça permet justement de déceler ces petites envies artistiques. Et justement, et c'est ça qui nous permet ensuite d'arriver à quelque chose. Moi, à mon niveau maintenant, je suis plus qu'heureux, voilà. Je suis plus qu'heureux parce que j'arrive maintenant à combiner les deux facettes. Alors, quelles sont ces deux facettes et comment tu fais pour les combiner? Alors, les deux facettes, c'est avoir ce qu'on appelle sa vie, avoir son métier, son travail, et le combiner avec sa passion et ce qui s'épanouit personnellement. Pour moi, par exemple, c'est l'artistique. Pour toi, ça peut être, par exemple, la radio, le dessin, la peinture. Oui, mais pour moi, c'est Instagram. Pour Instagram, voilà. Ben oui, moi, quand je prends mon café le matin et que je fais ma story, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Et voilà. Et donc, on est tous différents. Et moi, le message que je veux faire passer, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, qu'on ait 15 ans, 20 ans, 40 ans, il faut absolument aussi concentrer son temps à ses passions. Certains, ça peut être l'équitation, ça peut être les arts martiaux, ça peut être le sport, ça peut être la musique, ça peut être le développement personnel, ça peut être juste parfois des randonnées ou un contact avec la nature. Il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres humains, oui, mais on est façonné de façon à ce qu'on est des êtres sociables et qu'on doit quand même mêler justement ce côté créatif et rationnel. Et qui est nécessaire. Pour moi, c'est nécessaire. Et pour tout le monde, hein, les gens ne le savent pas. Mais notre cerveau, il est partagé en deux, le côté droit et le côté gauche. Et c'est l'un qui nourrit l'autre. C'est-à-dire que le côté mathématique, je ne me rappelle plus si c'était le côté droit ou le côté gauche, il va avoir besoin du côté de la musique qui va venir le nourrir. C'est exactement ça. Plus tu joues le piano, plus tu développes le chant, je sais pas moi, le théâtre, etc., plus tu vas exceller en maths. Alors, c'est très intéressant ce que tu as dit parce qu'il ne faut pas oublier que la musique, alors moi j'ai fait beaucoup de piano, la musique est basée sur les mathématiques. Une note blanche c'est 2 temps, une note noire c'est 1 temps. On divise les notes, on les sous-divise, on a des tierces, on a les octaves de 8 et donc du coup, une gamme de piano c'est exactement des mathématiques. Et on dit souvent que toutes les partitions ou la musique sont le reflet des mathématiques. D'accord. Mais est-ce que tu penses que tu étais différent dans ta classe HEC? Rappelle-toi. Alors, différent, non, parce qu'on rentre tous quand même dans un moule quand même qui est un moule de notre société, parce qu'on a quand même, si on intègre une prépa HEC, c'est qu'on a envie de réussir, qu'on a envie, parce qu'on faisait bien sûr des maths, mais du droit, on faisait de la fiscalité, on faisait du marketing, donc ça reste quand même des matières pluridisciplinaires qui sont très intéressantes. Mais évoluer dans une carrière artistique, oui. Je pense qu'on n'était pas beaucoup. C'est très dur aujourd'hui de dire, par exemple, je vais être chanteur. Je veux être mannequin. Surtout pas aux parents. Je veux être acteur, exactement, surtout pas aux parents. Et même au Maroc. Au Maroc, aujourd'hui, c'est une terre d'opportunités pour les artistes. Pourquoi? Parce que tout se développe.
Aujourd'hui, le Maroc, c'est une terre d'opportunités pour les artistes, que ce soit dans les domaines des films, que ce soit dans les domaines du mannequinat, de la mode, de la culture, de l'art, du cinéma. C'est vraiment, c'est là où il faut être aujourd'hui. Les autres marchés sont sursaturés. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit de plus en plus de jeunes, d'émissions de télécrochet marocaines, 100% marocaines, avec des talents extraordinaires. On a des chanteurs au Maroc qui dépassent et qui nécessitent juste un petit tremplin pour devenir internationaux, qui ont des voix magnifiques. On a des peintres extraordinaires, on a des écrivains, des réalisateurs. Et c'est vrai que ce sont des métiers qui avant n'étaient pas considérés comme devenir médecin ou ce qu'on en parlait tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, le Maroc offre ce genre d'opportunités. Et c'est vrai que les personnes qui nous écoutent, nos auditeurs, doivent comprendre que, évidemment, ce sont des métiers artistiques, donc, qui sont différents d'un métier classique, mais qui peuvent emmener aussi très loin. Et c'est vraiment quelque chose que j'encourage aujourd'hui, donc, pour les gens. C'est-à-dire que si autour de vous, vous souhaitez évoluer dans un métier artistique, n'hésitez pas à vous renseigner sur Instagram, sur Internet. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser avec grand plaisir. Moi, je peux vous rediriger vers telle ou telle personne. Aujourd'hui, tu fais quoi? Pourquoi tu dis que si vous avez des questions, vous pouvez me... Alors aujourd'hui, moi je suis dans différents arts. Donc moi je suis mannequin, comédien acteur, et j'étais animateur donc sur Média TV. Je ne sais pas si on peut en parler ou pas. Donc j'étais animateur pendant très longtemps. Donc je faisais des interviews, j'étais un peu à ta place, mais sur des métiers beaucoup plus classiques et c'était d'ailleurs une chronique qui s'appelait On a tout essayé. Donc ça pouvait être de la restauration, ça pouvait être des loisirs, ça pouvait être avec les enfants, des parcs d'attractions. Et j'ai voulu en fait développer toute cette fibre artistique. Parce que je pense que quand on est artiste, on n'a pas une seule fibre. On n'est pas que chanteur, que danseur, que comédien. Dans certains pays, notamment en France, où j'ai quand même passé la moitié de ma vie, on labellise très rapidement. Aux États-Unis, non. On stigmatise. Alors, on stigmatise, oui, mais surtout, on labellise. On met une étiquette. On met une étiquette, exactement. C'est-à-dire qu'on est soit chanteur, soit acteur, soit mannequin, soit journaliste. Aux États-Unis, non. La preuve, le président actuel était animateur télé. Aux États-Unis, il y a un peu cette forme, un peu comme au Maroc, en fait, finalement, où un artiste est un artiste accompli. C'est qu'il y a cette fibre artistique. Ça peut être un musicien, un mannequin, un chanteur, un producteur, un scénariste. Vous pouvez être chanteur et écrire vos propres paroles. Vous pouvez écrire un film. Vous pouvez réaliser votre clip vidéo. Un peintre, c'est pareil. Un peintre peut être aussi écrivain. Donc, aujourd'hui, l'art, s'entrelace. Pour moi, l'art s'entrelace. Alors, qu'est-ce qu'on t'a dit quand tu étais enfant? Il faut bien travailler. Non, qu'est-ce qu'on m'a dit quand j'étais enfant? Oui, ça veut dire qu'il faut bien travailler, il faut réussir à l'école. Et heureusement qu'on m'a dit ça. Parce que sinon, je ne pense pas que je serais arrivé là où je suis arrivé aujourd'hui. C'est parce que c'est tout un processus. Parce que c'est comme un petit peu les besoins primaires. On est obligé de valider un certain bagage, d'avoir un bon diplôme en poche pour être tranquille aussi. Est-ce qu'on peut se livrer à l'art si on ne répond pas à des besoins primaires comme avoir assez d'argent pour se nourrir, pour habiter, pour payer sa maison, son appartement, sa voiture? Est-ce que notre esprit est assez créatif pour se libérer des contraintes financières, par exemple? Est-ce que, par exemple, si je vois un très beau tableau derrière toi, est-ce que si tu avais des contraintes financières pesantes, ton esprit pourrait se libérer et se développer très loin? Je ne sais pas. Donc finalement, est-ce que justement avoir un très bon diplôme, c'est pas la base pour arriver au développement de l'art? C'est plein de questions que évidemment je pourrais pas répondre, mais ce sont des... Voilà, je mets juste des petites hypothèses dessus. D'accord. Est-ce que c'était difficile pour toi d'arriver là où tu en es aujourd'hui? Est-ce que ça allait de soi, ça coulait, ça roulait, ou bien c'était difficile? Non, c'est difficile. Bien sûr que c'est difficile. On vit tous des moments de doute, on vit tous des moments de crainte. On a tous connu des ruptures amoureuses, on a tous connu des trahisons amicales. C'est quoi une trahison amicale? Ouh, j'ai un très bon exemple que je vais peut-être garder pour moi, mais une trahison amicale, c'est quand on est... L'amitié, c'est très fort pour moi, parce que l'amitié, moi j'ai les mêmes amis depuis presque 35 ans, qui étaient avec moi à l'école, juste à côté d'ailleurs, à Georges Bizet. Donc l'amitié, c'est un échange, c'est la famille qu'on choisit.
parce qu'on a la famille de sang qu'on ne choisit pas, qu'on doit aimer et qu'on aime, et nos amis, c'est la famille que nous-mêmes on choisit, donc c'est la famille du cœur. Donc une trahison amicale fait encore plus mal qu'une autre trahison, parce qu'on l'a choisi nous-mêmes, on s'est investi, on a donné, et l'autre personne nous a également donné. Et donc les trahisons amicales peuvent effectivement faire beaucoup de mal. Les ruptures amoureuses, c'est comme des deuils. C'est vrai, même en psychologie, je crois, alors toi tu es plus experte que moi, mais le système pour guérir d'une rupture amoureuse ou d'une trahison amicale est un peu comme le deuil. C'est complètement un deuil. C'est complètement des passages de deuil, c'est-à-dire de la grande douleur à la douleur moyenne, au manque, au souvenir. C'est des étapes de deuil. C'est exactement ça. Et donc je pense qu'on a tous connu ça. Alors pour le coup, peu importe l'âge qu'on a, ça peut commencer à 10 ans, 15 ans, 40 ans, c'est des choses qu'on a tous connues et qu'on va encore connaître. Donc il faut se préparer à ce genre de choses. Et pour revenir même aux relations durables, quand on veut trouver l'âme sœur, quand on veut être avec les personnes qu'on aime, si on ne guérit pas de ces blessures, je ne dis pas oublier, attention, je dis il faut savoir pardonner, bien sûr qu'on n'oublie pas, bien sûr que ça fait très mal sur le moment. Alors moi je vous en parle, parce que maintenant avec du recul, on apprend les choses, mais si on ne guérit pas de ce genre de choses, si on ne laisse pas aller les choses, on ne peut pas reconstruire quelque chose avec la nouvelle personne qu'on aime. Si on ne s'aime pas soi-même, comment on peut aimer quelqu'un d'autre? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ce sont des phrases qui peuvent paraître un peu bateau ou légères à dire, mais pour moi, c'est le plus important. Et c'est ça, être authentique. C'est-à-dire que savoir que oui, on a souffert, que oui, on va probablement souffrir. Oui. Mais le jeu en vaut la chandelle, parce que à côté, l'amour nous apporte tellement de choses qu'au final, on se dit, on ne peut pas vivre sans amour. L'amour, c'est l'essence même de la vie, c'est l'essence même de l'art. D'ailleurs, on en parlait pour faire vraiment le lien. L'amour, c'est ce qui nous permet tous les jours d'aller au-dessus, d'exploiter des nouvelles sensations, émotions qu'on ne connaît pas. Et l'amour est complètement différent. Ça peut être l'amour qu'on a pour nos parents, pour nos amis, pour la vie, pour tout. Oui. En tout cas, l'amour, il doit être pour les parents, pour la vie, pour les amis, et pour notre âme sœur. Oui. Pour tout le monde, il faut qu'il soit présent. On a besoin d'amour dans nos liens. Au quotidien. Dans nos liens. Dans nos liens. Et surtout, en 2025, on vit dans un contexte socio-économique, politique qui est tellement lourd et pesant. Si à notre propre niveau, notre petit microcosme, on peut diffuser de l'amour, en recevoir et partager, ben ça serait déjà pas mal. Ça serait déjà pas mal. Oui, c'est sûr. C'est important de pouvoir garder un lien qui reste protecteur. Quand il y a de l'amour, il y a quelque chose de solide qui se construit. Ça peut être des amis, ça peut être un partenaire. C'est un ami, un partenaire et la famille. Et c'est ce qui permet de pouvoir tomber et se relever. Exactement. Et en se relevant, justement, pour faire le lien avec notre sujet qui est la crise d'identité et renaissance, tout le monde va passer par des moments de doute. Donc on oscille comme ça. C'est normal, des moments de doute. Exactement. Et si jamais vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 20 ans, ce n'est pas une crise d'identité, c'est que vous apprenez à vous connaître et vous apprenez à devenir vous-même. On t'a dit que c'est une crise d'identité, tu n'es plus la même personne d'il y a 20 ans? Bien sûr. Alors, moi, on m'a tout dit. On m'a dit, tu es instable, tu as une crise d'identité, ce n'est pas à 40 ans que tu vas réussir, ce n'est pas à 40 ans qu'on commence toute une carrière artistique, même si j'ai commencé bien avant, mais ce n'est pas à 40 ans que tu vas exploser, ce n'est pas... Et bien sûr, mais c'est aussi ça C'est triste. Ça veut dire que ces gens-là pensent que c'est fini à 40 ans. Alors que pas du tout. Moi, je suis pas du tout. Moi, c'est-à-dire que là, moi, je suis en pleine. C'est ça. Tu parlais du président des États-Unis, il n'aurait pas pu devenir président, par exemple. Alors, moi, parce que lui, il l'aurait tué. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup d'exemples. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Christian Dior a créé sa première robe à l'âge de 41 ans. Il y a beaucoup de personnalités, alors que ce soit Steve Jobs, Bill Gates ou autres, ont commencé très très tard. Donc je veux dire, aujourd'hui,
Et déjà, l'espérance de vie aujourd'hui est quand même beaucoup plus longue. 40 ans, c'est quoi? C'est les nouveaux 30 ans. Je vais pas dire c'est les nouveaux 20 ans, parce qu'à 20 ans, on se connaît pas. L'avantage de 40 ans, ou l'avantage, ou même pour les années plus tard, c'est qu'on a l'expérience et on a encore cette fougue de jeunesse. Mais on a la fougue de jeunesse avec les connaissances. La maturité. La maturité, exactement. Et c'est cette maturité qui nous permet de savoir où on veut aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit toi, moi ou les auditeurs qui nous regardent, peu importe leur âge, donc ils vont avoir cette énergie et ils vont avoir ce recul. Alors évidemment, à 40 ans, on n'est plus mature, plus posé, mais certains qui ont 20 ans, 25 ans ont cette maturité que d'autres n'acquièrent qu'après. Complètement, mais... Et donc l'âge, aujourd'hui, n'est qu'un chiffre. Aujourd'hui, l'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui nous définit, je pense, attention, ça c'est pas du tout... j'ai pas la vérité absolue. Ce qui nous définit, ça serait plutôt l'expérience de la vie. Et notre renaissance ou l'authenticité, se connaître soi-même, est définie à travers nos expériences. Alors, quelle est, selon toi, l'expérience qui t'a la plus boostée, poussée, élevée? Alors, je sais très bien. Je suis certaine qu'il y a une expérience. Alors, il y en a beaucoup, mais celle qui m'a marqué le plus, et je pense qui marque la plupart des adolescents, c'est quand on quitte le nid familial, quand on quitte la maison. Donc c'est à 17-18 ans. Et surtout, nous, alors au Maroc, donc certains partent au Canada, certains restent au Maroc, donc on peut passer de Marrakech à Casa, de Casa à Tanger, ça reste dans peu importe l'endroit. Mais tu quittes. Voilà, c'est une rupture de lien. Ça peut être en France, en Italie, en Europe, peu importe. Et donc moi, c'est quand j'ai quitté, donc à 17 ans, et j'étais encore mineur, pour aller à Paris, donc deux cultures différentes, c'est en 2003. Je m'en souviens très bien, c'est deux cultures différentes, deux manières de vivre différentes, deux environnements complètement différents. Et ça m'a marqué à vie. C'est normal. C'est normal. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a le plus apporté en termes d'autonomie, d'indépendance, et qui m'a donné un boost, parce qu'il faut aller vers les gens. Il ne faut pas oublier qu'au Maroc, on est quand même assez, on va dire, protégé. On a un pays qui est en paix, on a un pays qui est développé économiquement, on a la chance d'avoir autour de nous une certaine sécurité. Il ne faut pas oublier que dans les autres pays, ou même en Europe, c'est pas toujours rose. On pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. En ayant vu le ailleurs, non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On a la chance quand même de vivre dans le plus beau pays du monde et avec quand même les plus belles choses, que ce soit en termes de personnes, en termes de paysages, en termes de tout, en termes d'éducation, en termes... C'est bledna, comme on dit. Oui, oui. Bledna. Bledna, exactement. C'est très important parce que je vois souvent, j'ai l'occasion de discuter avec différentes personnes qui nous disent oui, l'étranger. Aujourd'hui, ce sont les étrangers qui viennent chez nous. Beaucoup de personnes, de Marocains qui vivent à l'étranger, reviennent. Donc c'est le retour de tous les Marocains dans notre pays. Qu'on soit né ici, qu'on soit né là-bas, donc on a le même sang, c'est la même patrie, et c'est ça qui fait la richesse aujourd'hui culturelle de notre pays. Complètement. Oui. Qu'est-ce qu'on t'avait dit à cette époque quand tu as changé et que tu as choisi d'être de ne plus être dans les normes, dans le conformisme? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Alors pour être très honnête, ma famille m'a toujours encouragé. Magnifique. Ah, voilà. Alors ça, alors pour le coup, autant on m'a dit, il faut avoir ton diplôme et tu fais ce que tu veux, ça c'est vrai. Ma famille m'a toujours encouragé et ça c'était une chance pour moi. C'est-à-dire que j'ai pu explorer toutes les facettes créatives que je voulais, parce que c'est vrai que j'avais derrière moi mon frère, ma sœur, mon père, ma mère, qui m'ont toujours encouragé, qui m'ont toujours dit, tu as les compétences pour, tu es fait pour ça, continue, fonce. Et ça, pour moi, c'était une chance incroyable. Parce que c'est vrai que d'autres personnes peuvent être réprimées dans leur envie. Et du coup, le potentiel créatif ne se libère pas. Si on nous dit c'est pas ça. Ouais, tu vas devenir chanteur. Ah, tu vas devenir mannequin. Tu crois que tu vas gagner ta vie comme ça? Fais comme ton grand frère. Non. Donc, on ne t'a pas dit ça? Non, alhamdoulilah, moi, on ne m'a pas dit ça. Mais je sais qu'à beaucoup, on leur a dit ça. Et c'est normal. Parce que les parents veulent juste le meilleur pour l'enfant. Et c'est vrai que c'est un milieu qui est très difficile. Donc si jamais on dit... Pourquoi c'est difficile? Parce que ça reste quand même un milieu si vous prenez, on a quoi?
un chanteur qui va réussir parmi 1 million. Et alors, par contre, quand il va réussir, il va très bien réussir. On a quoi? On a un acteur qui va réussir sur des dizaines de milliers d'étudiants en acting. Donc, alors que quand on est médecin, quand on est architecte, c'est une stabilité. Et les parents veulent juste la stabilité de leurs enfants. Et c'est vrai que quand on a 17 ans, on ne sait pas ce que c'est que la stabilité. On ne sait rien. On pense tout savoir, mais on ne sait pas. Donc, encore une fois, il ne faut pas en vouloir aux parents. Mais moi, en tout cas, le soutien familial a été quelque chose d'extrêmement important. Pour, en tout cas, le développement de ma carrière aujourd'hui. Est-ce que c'est difficile, c'est difficile de faire ce choix quand tu rentres au Maroc? Le choix d'être cet artiste, vouloir changer, parce que tu te tâtonnais au début, tu ne savais pas quel artiste tu voulais être. Tout à fait. Difficile, oui. Le processus créatif en soi est très difficile. Pourquoi? Parce que c'est un travail quotidien. Il faut travailler tous les jours. Ça prend énormément de temps sans aucune garantie de résultat. Sans aucune garantie de résultat. Mais où est-ce qu'il y a de la garantie de résultat? Bon, je veux dire, bien sûr, ça dépend, mais si on est par exemple, je prends souvent les exemples de médecins parce que je viens d'une famille issue de médecins. Je veux dire, quand on fait des études qui sont plus conventionnelles, comme ou architecte ou avocat, on arrive ou même des écoles de communication, de marketing de base, on arrive à des débouchés, il y a beaucoup plus d'offres. Ce sont des métiers qui sont plus respectés et en vue actuellement. Donc, on va réussir à trouver un travail. Si vous arrivez quelque part, vous dites oui, je suis acteur. Bon, d'accord, mais voilà, je suis comédien, je suis humoriste. Alors là, de plus en plus, ça se développe. Et donc là et surtout au Maroc, là maintenant, on a eu Comédia Blanca, on a le Marrakech du Rire, on a le Tarazout B, enfin, on a beaucoup de choses qui se font. Exactement, il y a de beaux exemples qui réussissent, il y a une évolution artistique qui est énorme. Qui est énorme, qui est énorme. Le Maroc aujourd'hui se développe, encore une fois, à tous les niveaux et sur tous les axes artistiques qu'on peut trouver. Tu dirais quoi à un jeune homme ou une jeune femme qui rêve et qui n'oserait pas se lancer? Alors je dis, il faut avoir son diplôme, le valider et ensuite il faut se lancer. Non, plus sérieusement, il faut se lancer. Il faut se lancer. Mais il faut se lancer, encore une fois, c'est vrai que j'insiste lourdement sur ce sujet, il faut se lancer avec son parachute. On ne saute pas dans le vide. Alors, c'est quoi ton parachute? Le parachute, c'est... Symboliquement, c'est quoi? Son parachute, c'est avoir son diplôme. Peu importe le diplôme qu'on veut avoir. Qu'on fasse de la communication, de la comptabilité, peu importe. C'est-à-dire qu'avoir son diplôme en main, une fois qu'on l'a, donc c'est notre parachute, lancez-vous. Lancez-vous. Passez vos castings, parce qu'aujourd'hui, tout se fait à travers les castings, que ce soit les acteurs, que ce soit les chanteurs, que ce soit les mannequins, tout se fait à travers les castings. Mais n'oubliez pas, dans un casting, ils en prennent 2, 3, 1 sur 900, sur 800. Wow. Donc, il faut s'habituer à ce que ça soit non. C'est toujours non, 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 non. Ensuite, quand on nous dit oui, on a des callbacks, on nous rappelle, il y a des mix and match, etc. pour ensuite avoir quelque chose. Donc, c'est un parcours qui est très lourd, mais qui en vaut la chandelle. Et surtout, si c'est votre passion, il faut courir après. Donc, moi, je vous ai mis courir après ses rêves, chase your dream, parce que c'est très important. Et peu importe your dream, moi, je vous parle des miens, parce que c'est l'art, mais d'autres, ça peut être, je ne sais pas, voyager à travers le monde. Moi, je parlais avec Nasser Ben Abdjil qui a grimpé l'Everest. Donc, on a discuté ensemble le mois dernier, pendant Ramadan d'ailleurs, donc il y a 2 mois, pardon. Donc, il nous a expliqué comment il a grimpé l'Everest. Le premier Marocain a grimpé l'Everest. C'était son rêve. On peut prendre l'exemple de Nabil Ayouch aussi, très grand réalisateur. C'était son rêve, donc j'ai eu l'occasion pareil de le rencontrer. Donc, peu importe votre rêve, il faut courir après. Parce que ce n'est pas votre rêve qui va venir vers vous. C'est vous qui devez aller vers votre rêve. Ça, c'est très important. Ce n'est pas en restant dans notre propre zone de confort, dans notre appartement, avec notre famille, qu'on va réussir à décrocher le rêve. Personne ne va venir vous chercher. Personne ne va vous faire « Oui, Esmen, oui, est-ce que tu veux devenir comédien? Allez, viens, rentre. Tu es le premier. » Non, ça n'existe pas. Personne ne va te dire « Ah, j'aime bien comment tu es. Ça veut dire personne. Ça veut dire que si on ne se sort pas les mains des poches, on n'y arrivera pas. Mais après, il faut pas oublier que chacun a ses propres rêves et chacun a ses propres compétences en soi. Et c'est ça qu'il faut développer.
Alors, beaucoup pensent qu'il faut percer jeune et déjà 40 ans, c'est trop tard. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, idéalement, bien sûr, c'est toujours mieux de percer jeune, mais on ne peut pas. Ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas cette maturité, on ne sait pas ce qu'on veut à 20 ans. Bien sûr, certains ont de la chance, mais c'est, encore une fois, ils se comptent sur les doigts de la main. Aujourd'hui, à 20 ans, on est encore trop jeune. 30 ans, c'est bien, on commence à grandir, on commence à avoir des idées stables, on commence à être indépendant. 40 ans, on explose. Exactement. 40 ans, on explose et aujourd'hui, comme la longévité de la vie est de plus en plus développée, 40 ans, on explose. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est l'âge d'or. C'est-à-dire que je me suis jamais autant connu, autant aimé, autant eu envie d'ambition et d'envie que maintenant. D'accord. Et c'est quoi la réussite selon toi? C'est la renaissance, c'est l'épanouissement, c'est quoi? Alors, L'alignement? c'est être heureux. Être heureux. Et Être c'est heureux. quoi être heureux? Alors, être Très heureux, intéressant. être heureux, voilà. Être heureux, ça vient justement de ce que tu viens d'employer comme mot, l'alignement, le centrage, l'authenticité. Alors, ce sont des mots, c'est des concepts très forts, mais c'est vrai que c'est eux qui nous permettent d'être heureux. Alors l'alignement, si tu peux l'expliquer, cet alignement. L'alignement, c'est essayer de correspondre sa vie personnelle, sa vie professionnelle, ses envies, sa passion, ses ambitions et ses motivations pour que tout, l'alignement, pour que tout s'aligne. Comme le fameux alignement des planètes. On a Mercure, Jupiter, Saturne, donc ces différentes planètes. Et nous, eh ben, on a l'épanouissement personnel, les passions, la famille, les relations, l'amour. Et quand on arrive à aligner tout ça, on est centré, on est heureux. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que beaucoup de gens pensent qu'être heureux ou se connaître, c'est comme j'avais dit tout à l'heure, un objectif final. Non, c'est un processus. C'est un processus pour moi évolutif. Ça, c'est vraiment important ce que tu viens de dire. C'est un processus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'être heureux. Il ne faut pas attendre d'être épanoui. On ne va pas se dire, bon, dans 2 ans, si je lance un album ou si j'arrive à faire ça, je serai heureux. Non, c'est le processus, c'est tous les jours, c'est la création de la musique, c'est la diffusion. C'est le fait d'avoir un objectif de vie, c'est avoir des... Exactement. Et aujourd'hui, l'alignement, et c'est surtout l'authenticité. Et tout à l'heure, tu avais posé la question de l'authenticité. Si on n'est pas authentique, est-ce qu'on peut aimer l'autre ou est-ce qu'on peut s'aimer soi-même? Non. Si on n'est pas authentique, on n'est pas nous-mêmes, on ne va pas dévoiler notre personnalité ou révéler à l'autre ce qu'il y a en nous à aimer. C'est un peu compliqué ce que j'ai dit, mais je veux dire, comment se présenter à quelqu'un si on se ment à nous-mêmes ou si on ne se connaît pas, attention. Non, mais tu ne peux pas te présenter, tu vas présenter quelqu'un qui n'est pas toi. Exactement. Exactement. Donc la personne va aimer un autre Etzmen, une autre Leïla. Pourquoi? Parce que soit elle ne se connaît pas, soit elle n'est pas honnête avec elle-même. Alors aujourd'hui, très clairement, dans la société, c'est difficile d'être tout le temps honnête, tout le temps authentique. Pourquoi? Parce qu'après, on a peur de souffrir, on a peur, on a envie de se protéger, donc on ne se dévoile pas. Tu parles des relations. Je parle des relations, exactement. Donc c'est vrai que c'est très important d'être authentique, et la plupart des gens, ou en tout cas certaines personnes ne le sont pas. Pourquoi? C'est uniquement par peur. Par peur, ils se protègent. Elles se protègent. Elles se protègent. Elles ne veulent pas trop dévoiler, ou elles ne veulent pas dévoiler leur intimité, parce que on est vulnérable, et la vulnérabilité peut entraîner la souffrance, et l'être humain ne veut pas souffrir. Donc c'est aussi simple que ça. Mais une fois qu'on s'accepte comme on est, qu'on est authentique, qu'on sait ce qu'on est et qu'on sait ce qu'on vaut, alors là, on a le monde devant nous. Alors comment un parcours en mouvement, il impacte la vie amoureuse? Comment... Il y a très peu de place. Hein. Donc, comment un parcours en mouvement, c'est ça. Comme ta vie aujourd'hui. Alors bon, l'avantage, c'est qu'on rencontre beaucoup de personnes. D'accord. Alors c'est vrai que c'est un milieu où on est amené à rencontrer beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes très intéressantes. Et qui partagent la même passion. Donc c'est très fort, parce que quand on évolue dans un certain domaine et qu'on rencontre des personnes qui partagent les mêmes passions que nous, forcément ça crée des connivences et ça crée des liens. Oui. Donc ça, c'est le côté positif. Ensuite, quand on a quand on est tout le temps en mouvement, ça peut créer une instabilité qui peut ne pas correspondre à notre partenaire. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'aura pas assez de temps pour lui ou pour elle. C'est-à-dire qu'on n'aura pas assez de temps
à consacrer à la vie de famille. On n'aura pas assez de consacrer à notre belle famille, à nos enfants. Enfin, je veux dire, la liste est très longue. Surtout qu'aujourd'hui au Maroc, par exemple, avec le développement des mentalités, etc., l'homme, la femme ont tous des métiers, ont tous leurs propres amis, leurs propres familles, leur propre développement. Et donc, du coup, on peut penser qu'un parcours aussi développé peut bloquer des relations. Mais je pense qu'après, si on fait des compromis entre les deux, on arrivera toujours à trouver des solutions. Est-ce qu'on peut aimer sans se trahir lorsqu'on est en plein lorsqu'on est en plein changement? Est-ce qu'on peut aimer sans se trahir? C'est une très bonne question, Leïla. Alors, est-ce qu'on peut aimer sans se trahir? Lorsqu'on est en plein en plein mouvement, parce que c'est... En tout cas, on peut. En tout cas, je pense on doit essayer de s'aimer et d'aimer l'autre sans le trahir. Ça, c'est sûr et certain. Après, ce n'est pas parce qu'on est en mue qu'on se trahit forcément, non. Être en mue ou changer ou évoluer, c'est pas se trahir, au contraire, c'est se connaître. Donc pour moi, c'est pas une trahison, c'est une... Quand je parle de trahir ici, précisément, c'est sans toucher à certaines vulnérabilités. C'est difficile. C'est difficile. C'est très difficile. Il faut justement toucher ces vulnérabilités pour avoir la quintessence même de l'amour ou d'une relation. C'est justement en se donnant à la personne, en lui montrant la vraie personnalité, le vrai moi, qu'on arrive à construire quelque chose. Mais c'est très difficile. Et pour ne pas mentir, aujourd'hui, même de mon côté, je ne sais pas si j'ai trouvé ça. Parce que c'est pareil, c'est un processus qui est, je pense, très long. Oui. C'est très long. Et pour nos auditeurs, en tout cas, concernant les relations, moi, si j'ai un message à faire passer, c'est qu'il faut impérativement se connaître soi-même et être authentique avec soi-même avant de se lancer ou d'embarquer dans un voyage avec quelqu'un. Oui, bien sûr. Parce que c'est ça qui crée, malheureusement, des fois des conflits plus tard qui peuvent être très douloureux. Complètement. Voilà. Ou inversement, qui peuvent être magnifiques. Ça peut être un voyage magnifique si on embarque justement dans ce voyage avec la personne en étant authentique. Oui. Mais ça reste quand même très difficile. Est-ce que quelqu'un t'a déjà aidé à te révéler, à avancer, à atteindre des objectifs? Est-ce que dans ton parcours, tu as rencontré des gens qui t'ont permis? Complètement. Alors moi, je vais prendre l'exemple de ma sœur. Ou qui t'a empêché? Ou qui m'a mangé. Non, non, au contraire, moi, je vais prendre l'exemple de ma sœur, parce qu'on est très proches, on a 2 ans de différence. Et pour moi, ça a été un modèle. Donc elle a eu un parcours de vie également qui est différent, qui est atypique. Et elle m'a beaucoup aidé parce qu'elle a surmonté donc, ses propres épreuves bien avant les miennes. D'accord. Et donc du coup, elle a pu m'aider et elle m'a fait gagner beaucoup en maturité, beaucoup en expérience et beaucoup en conseils de vie. En conseils de vie. Et donc ça, c'est quelque chose que j'en serai toujours reconnaissant parce que déjà, bon, évidemment, c'est ma sœur, donc on est très proches, mais là, on a eu l'occasion de partager beaucoup de moments. Quel est le plus grand conseil qu'elle t'a donné? Elle m'a donné beaucoup de choses. Un seul. Alors, c'est pas un conseil, c'est une analogie. Analogie. Alors, elle m'a dit, on est tous différents sur Terre. Et elle a pris l'exemple donc de l'océan, du lac, du ruisseau, de la rivière. Tout est à base d'eau et tout est différent. L'océan n'est pas mieux que la rivière, n'est pas mieux que le ruisseau, et on a besoin de ces 4 éléments. Quand on voit le lac c'est paisible, calme, posé. Il vit dans sa stabilité. L'océan n'est pas stable une seconde. Les vagues se cassent, se brisent, il y a les marées hautes, les marées basses. Et il y a constamment, perpétuellement de l'énergie et un renouveau. On a besoin de l'océan pour vivre également. Le ruisseau, il est en constante motion. Il ne s'arrête jamais. Dès que le ruisseau s'arrête, il se pourrit. Enfin, dès que l'eau s'arrête, elle stagne. Le ruisseau est en constante évolution. Le lac, non. Et le lac ne pourrit pas. Donc, on est tous différents. Et il faut savoir, déjà, ne pas se comparer aux autres. Si tu es un océan, tu n'es pas un lac. Le lac n'est pas mieux que l'océan. Et le conseil qu'elle m'a donné, et que je partage avec toi, Leïla, et avec les auditeurs, si je peux me permettre, ne vous comparez jamais aux autres parce qu'on est tous différents.
On a tous nos propres richesses. On a tous notre propre personnalité et il faut savoir l'exploiter. L'océan ne se compare jamais à la rivière. De par sa taille, de par la qualité de l'eau, on a l'eau douce, l'eau salée. Et pourtant, dans les deux, on a de la vie. On a des poissons dans les deux. Dans les deux, on a besoin d'eux. Complètement. Et donc ça, c'est ma sœur qui m'avait donné ce conseil. Et, enfin, ce conseil, en tout cas, cette analogie que j'ai trouvée assez marquante et très intéressante, et très juste, et très fine. D'accord. Et donc aujourd'hui, après tout ce parcours, aujourd'hui, tu te retrouves et tu es toi. Oui. Tu es vraiment toi, Oui. aujourd'hui. Là, tu parles avec Atsman. On aurait parlé il y a quelques années, tu aurais vu un autre Atsman avec des autres réponses, avec peut-être une superficialité que j'avais avant. D'accord. C'était quoi ta superficialité d'avant? C'est intéressant, ça. Plaire aux autres. Plaire aux autres. C'est-à-dire que mes réponses, mon comportement était fait de telle sorte à ce que les gens m'apprécient. D'accord. Donc tu étais plus dans l'autre que dans toi. Complètement. Et c'est vrai que beaucoup de gens, quand on est jeune... Alors, d'où ça vient, je ne sais pas, c'est des natures, mais c'est-à-dire que on aurait eu cette interview bien avant le Covid, parce que c'est notre introduction quand même, je n'étais pas la même personne. On aurait eu des réponses complètement différentes et j'aurais eu des réponses faites pour te plaire. Des réponses rodées, des réponses qui ne me correspondaient pas du tout d'ailleurs. Mes relations étaient faussées. Alors, est-ce qu'on apprend ça avec l'âge, avec la maturité? Peut-être, probablement. Avec les expériences. Avec les expériences. Le Covid, c'était pas rien. Le Covid, c'était pas rien, exactement. Et donc, du coup, c'était... maintenant, je me connais, donc je parle avec le vrai Atsman. Et aujourd'hui, le vrai Atsman peut avoir une relation durable, amoureuse, sans aucun problème. Là, je peux monter sur le bateau avec mon passeport, tranquillement, et aller en voyage. Tu peux avoir une relation oui, stable. Aujourd'hui, oui. Et tu peux chercher une... Quels sont les moyens aujourd'hui pour chercher une relation? Alors, c'est les applications de rencontres. Oui. Même statistiquement, ils ont montré que c'était le premier outil. Parce qu'avant, c'était la famille qui présentait. Ensuite, à mon époque, dans les années, on va dire 2000, 2010, c'était les amis d'amis. 2025, très clairement les applications. C'est le plus pratique. Tout le monde a son smartphone. La plupart des gens ont leur smartphone. On ne perd pas trop de temps avec les dates, prendre un café. Alors c'est vrai qu'on peut faire ça après, mais il y a une présélection des algorithmes. Et je trouve ça très intéressant que la technologie aujourd'hui puisse nous aider à trouver l'amour. Bien sûr. Parce qu'on vit, alors nous on a la technologie dans le milieu médical, la technologie dans le milieu, je ne sais pas encore, du cinéma, etc. Et pourquoi pas avoir la technologie avec l'amour? Surtout nos générations, donc je trouve ça extraordinaire d'avoir des algorithmes qui vont nous lier vers quelqu'un qui a les mêmes passions que nous, qui partage les mêmes envies que nous. Oui. Et donc les applications de rencontre, pour moi, restent le moyen le plus sûr et le plus simple et le plus pratique aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Mais écoute, contrairement à ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que beaucoup de Marocains se sont mariés. Ils ne le disent pas parce que c'est des classes où c'est encore tabou et tout, mais se sont mariés à travers les applications. Mais bien sûr, parce que c'est tellement simple, parce qu'il y a... C'est-à-dire que si on prend statistiquement, trouver la bonne personne, comme on dit, sur des critères, avoir les mêmes envies, les mêmes passions, se marier, ne pas se marier, avoir des enfants ou non, ça reste comme des critères très importants pour choisir son partenaire. Donc l'algorithme va déjà choisir. A envie d'avoir des enfants, n'a pas envie d'avoir d'enfants. Donc on vous met dans le même paquet. A envie de se marier ou n'a pas envie de se marier, bon, peu importe. Donc il y a déjà un tri, il y a une aide. Et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des millions de personnes au Maroc. Donc pour trouver la bonne personne, ce n'est pas évident. Et donc les applications de rencontre font un travail pour moi extraordinaire parce que du coup il y a un espèce de tri, un pré-tri, entre guillemets, mais dans le sens positif du terme, attention. C'est plus pour nous orienter vers les personnes qui nous correspondent à nous. Oui, bien sûr, les valeurs communes, les intérêts communs. Exactement. Et ça, c'est très important, parce que pour qu'il y ait une relation durable, et encore une fois, authentique et sincère, il faut absolument partager des valeurs communes. Des valeurs communes d'éducation, des valeurs communes de projection dans le futur. Et oui, pour moi, les applications sont... Un moyen aujourd'hui, c'est le meilleur moyen pour rencontrer quelqu'un. Ben, magnifique. Alors, on remercie notre sponsor Qais Leila d'avoir permis que... Merci Qais Leila pour sponsoriser ce podcast. En tout cas, merci à toi, Atsman. Merci beaucoup, Leila. C'était un moment très agréable où tu nous as donné beaucoup d'informations sur... en fait, nous ne sommes pas des êtres statiques. Nous sommes en éternel devenir, et ça, je l'ai toujours pensé.
Aujourd'hui, j'aime bien la manière dont tu l'as expliqué et ton parcours. Parce que c'est pas parce qu'on a HEC qu'on va rester avec notre diplôme et on va s'accrocher aux grandes entreprises et qu'on ne peut pas changer. Aujourd'hui, tu représentes vraiment le mouvement que pensent beaucoup de jeunes, peut-être qu'ils n'osent pas encore en parler parce que leurs parents ils vont leur sortir. C'est clair. Et les parents sont toujours attachés d'une grande école à une grande boîte, mais l'évolution c'est en train de se faire. Tout à fait. C'est très bien résumé. Eh ben, merci à toi beaucoup, Leïla, de m'avoir reçu. Et je suis content d'avoir fait passer les messages que je voulais faire passer. Et les auditeurs, ben, n'hésitez pas si vous avez des questions, à nous les poser sur Instagram. De toute façon, vous avez l'Instagram, il y a tous les liens. Et on sera ravis. En tout cas, moi, je serai ravi de répondre à vos questions si vous en avez. Avec plaisir. Merci à tous et je vous retrouve pour un prochain épisode, Inch'Allah.